Bonjour, aujourd'hui une deuxième vidéo pour illustrer le chapitre 4, évolution de la biodiversité, chapitre qui s'intègre dans la partie 1 du programme de TS, génétique et évolution. Dans une précédente vidéo, on a défini ce qu'on appelait une population, comme un ensemble d'individus qui se reproduisent entre eux et qui présentent une grande diversité de phénotypes, qui repose sur une diversité évidemment génétique. Alors cette population, on a vu qu'elle n'était pas stable au cours du temps, et qu'elle était capable d'évoluer, que la diversité ou la biodiversité de cette population allait évoluer au cours du temps, sous l'effet de deux facteurs, la dérive génétique, rappelez-vous, et la sélection naturelle. Et l'idée qu'on avait laissé planer à la fin de la première vidéo, c'est que cette évolution peut être tellement importante qu'à un moment donné, le groupe d'individus qu'on obtient n'est plus capable de se reproduire avec les autres populations de l'espèce et donc forme une nouvelle espèce. Donc dans cette vidéo, il nous faut expliquer, pour finir ce chapitre, les mécanismes de la spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces au cours du temps. Alors il faut déjà essayer de définir la notion d'espèce, c'est pas facile, c'est une définition complexe, alors on peut retenir deux critères pour faire simple. Le critère de ressemblance, où on est dans ce qu'on appelle la définition typologique de l'espèce. Un individu appartient à une espèce, il ressemble au type, à la référence de cette espèce. Alors ce critère ne prend pas en compte justement le polymorphisme et la diversité des phénotypes d'une population. Il ne prend pas en compte aussi le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence de forme, de morphologie entre le mâle par exemple et la femelle. Donc c'est un critère qui n'est pas facile à appliquer pour définir l'espèce. Un autre critère peut être choisi, ce qu'on appelle le critère d'interfécondité, et on est dans ce qu'on appelle une définition biologique de l'espèce. C'est l'idée qu'une espèce est une population dont tous les individus peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Donc là, évidemment, ça paraît aussi intéressant, ça ne peut pas évidemment toujours s'appliquer, on pense notamment à toutes les espèces fossiles, sur lesquelles on ne peut pas tester ce critère d'interfécondité, et parfois on a deux espèces différentes qui peuvent quand même donner des hybrides fertiles. Donc là vous voyez que définir une espèce c'est pas si simple que ça. Donc j'ai résumé les deux critères sur lesquels on peut s'appuyer, la définition typologique ici, la définition biologique, avec justement le critère ressemblance, interfécondité. L'avantage, a priori c'est facile de repérer si un individu ressemble au type. Cohérente cette définition biologique avec l'évolution, mais les inconvénients, on l'a dit, parfois c'est difficile d'appliquer cette définition typologique tellement il y a diversité phénotypique au sein d'une espèce, ça ne prend pas en compte le dimorphisme sexuel, et la définition biologique n'est pas testable. Le critère d'interfécondité, on ne peut pas le tester chez les fossiles ou chez des espèces qu'on ne peut pas élever. Donc, pour illustrer et finir sur cette notion d'espèce, Lecointre résume cette idée avec cette phrase: dans la nature il n'y a pas d'espèce, il n'apparaît que des barrières de reproduction, les espèces c'est nous qui les créons à partir d'un modèle théorique. Ça montre à quel point la notion d'espèce est pas simple à mettre en application. Alors une fois qu'on a vu tout ça, on peut, et c'est peut-être l'idée qu'on retiendra, une espèce, on pourra la considérer comme une population d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. Vous vous rappelez, j'ai défini une espèce dans la précédente vidéo comme un ensemble de populations qui peuvent se reproduire entre eux. Mais justement, l'idée, c'est que si on arrête les flux génétiques, c'est-à-dire que si on crée un isolement reproducteur entre cette population et les deux autres, il y a, faute de reproduction entre les individus de cette population et de cette population, un arrêt des échanges de matériel génétique, ce qu'on peut appeler un arrêt des flux génétiques. Donc progressivement, on va créer ici un isolement génétique entre cette population et les autres populations. Et c'est cet isolement reproducteur qui impose l'isolement génétique qui va créer une nouvelle espèce. Donc vous voyez que on est bien dans cette idée qu'une espèce, en fait, est une population d'individus qui s'est isolé du reste des autres populations, et c'est cet isolement génétique qui justement en fait une nouvelle espèce. Donc à nous de comprendre un peu ce qui va déclencher justement cet isolement génétique. Et ce qui déclenche vraiment l'isolement génétique au sein de différentes populations, c'est l'isolement reproducteur. Alors il y a deux façons de provoquer cet isolement reproducteur à l'origine de nouvelles espèces. C'est la spéciation par isolement géographique. On démarre à partir d'une population initiale qui, comme toujours, présente une grande diversité de phénotypes, etc. Si on met en place une barrière géographique qui scinde en fait ma population initiale en deux lots. Alors la barrière géographique, ça peut être la mise en place d'une chaîne de montagnes, l'apparition d'un fleuve, des périodes glaciaires avec le développement de glaciers, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent faire apparaître une barrière géographique qui scinde donc la population en deux lots. On comprend bien que de cette manière, les individus de cette population vont être isolés de l'autre population par cette barrière géographique, donc il se crée un isolement reproducteur. Les individus de cette population vont pouvoir se reproduire entre eux, mais ne pourront pas ou très mal se reproduire avec les individus de l'autre lot. Donc,
si on laisse cette barrière géographique quelque temps, eh ben les populations de mes deux lots ici vont pouvoir évoluer indépendamment l'une de l'autre, puisqu'il n'y a plus de reproduction possible entre elles. Il y a donc, par contre, au cours du temps, dérive génétique et sélection naturelle qui s'installent des deux côtés. Alors comme en plus l'environnement peut être différent, vous comprenez que les contraintes peuvent être différentes, donc la sélection naturelle peut être différente. Et au cours du temps, on comprend évidemment qu'il va se passer un isolement génétique, qui est déjà présent ici, et même si la barrière géographique vient à disparaître, comme les glaciers qui disparaissent, et l'isolement reproducteur a conduit à un isolement génétique tel que les deux populations ne peuvent plus se reproduire l'une avec l'autre. On a obtenu donc deux espèces. Donc vous voyez comment on peut créer l'apparition d'espèces par un isolement reproducteur lié ici à une barrière géographique. C'est un mécanisme de spéciation possible. Alors on peut aussi modifier légèrement ce mécanisme par l'effet fondateur. Si on fait partir de cette population de départ quelques individus séparés là aussi par une barrière, l'effet fondateur va contribuer de la même manière à l'apparition d'une nouvelle espèce. Alors on peut aussi, pour finir, parler de spéciation sans isolement géographique. On est au sein d'une population, toujours pareil, avec une grande diversité. Et comme il y a une grande diversité de phénotypes, il se peut qu'au sein de cette population, certains phénotypes soient différents d'autres évidemment, et donc plus avantagés dans un environnement donné, ou que ces phénotypes différents développent un comportement différent. Donc on peut très bien voir s'isoler au sein même de la population, sans nécessairement une barrière géographique, des individus qui vont, de par justement un comportement différent, alimentaire, reproducteur, etc., plus se reproduire entre eux qu'avec les individus de la population de départ. Et là aussi, la dérive génétique et la sélection naturelle, font qu'au cours du temps, on va avoir l'apparition de deux espèces à partir de la population de départ. Donc là, on est dans un mécanisme aussi de spéciation sans isolement géographique. Si je résume ça par cette diapo, au départ, on a une espèce, c'est-à-dire un ensemble de populations capable de se reproduire entre elles et d'avoir une descendance fertile, c'est le caractère biologique. Si on crée au sein de cette diversité de populations une barrière géographique ou une barrière comportementale, on va isoler deux lots, la population 1 et la population 2. Ces deux populations vont avoir des échanges réduits génétiques et donc des échanges réduits ou nuls, ça dépend évidemment de la barrière, et donc ces deux populations séparées vont évoluer sous l'effet du hasard, la sélection naturelle, chacune de leur côté, et à un moment donné, avec le temps, on va vraiment avoir un isolement reproducteur, c'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de possibilité de reproduction entre ces deux populations. On a atteint aussi ce qu'on appelle un isolement génétique, et donc on est arrivé à deux espèces, l'espèce 1 et l'espèce 2. Donc on voit bien le principe de la spéciation au cours du temps. On fait apparaître de nouvelles espèces. Alors pour finir, il faut retenir que une espèce, c'est un ensemble d'individus interféconds, qui peuvent se reproduire avant une descendance fertile, que chaque nouvelle espèce va naître par un mécanisme de spéciation à partir d'une population initiale, et que dès qu'on a installé par spéciation un isolement reproducteur, il va imposer un isolement génétique, et donc on va avoir apparition d'une nouvelle espèce. Espèce 2, espèce 3, à chaque espèce qui apparaît, il y a forcément un mécanisme de spéciation qui va provoquer cet isolement reproducteur et génétique. Et une espèce, donc, bien comprendre aussi qu'une espèce a une durée de vie limitée, elle naît par ce mécanisme de spéciation, et elle disparaît, ce qu'on appelle l'extinction d'une espèce. Une durée de vie moyenne, c'est l'ordre du million d'années, et cette extinction la disparition de l'espèce peut s'expliquer par l'extinction de tous les individus de cette espèce, ou, c'est plus rare, mais par une capacité d'échange génétique, par une rupture de cet isolement génétique. Voilà. Donc pour finir et résumer ce chapitre 4, l'évolution de la biodiversité au cours du temps, on a vu, mais ça c'est l'objet d'un autre chapitre, l'origine de la diversification du vivant, mais il y a plein de mécanismes génétiques et non génétiques qui concourent à créer cette biodiversité des populations et des espèces. On a vu que les populations n'étaient pas des structures stables et qu'au cours du temps, une population est vouée à évoluer, à changer de phénotype. Donc on voit la diversité d'une population varier au cours du temps. On a à retenir deux mécanismes qui poussent cette biodiversité d'une population à changer. C'est la dérive génétique qui, sous l'effet du hasard, que l'on ait affaire à des allèles avantageux ou non avantageux, qui ne présentent aucun avantage ou inconvénient, forcément, le hasard des individus qui se reproduisent, le hasard du nombre de descendants fait évoluer la fréquence allélique de ma population. On peut aussi faire intervenir la sélection naturelle, l'environnement, qui lui va filtrer, va sélectionner et va favoriser des individus plus que d'autres.
les individus capables de se reproduire dans ce nouvel environnement vont transmettre leur allèle. Donc on va aussi avoir une augmentation, une variation de la fréquence allélique, ce qui explique la diversification du vivant de la population. Donc les populations se modifient au cours du temps. On a vu que cette modification au cours du temps des populations peut conduire à l'apparition d'une nouvelle espèce. C'est le mécanisme de la spéciation qui repose sur un isolement reproducteur. On a vu que cet isolement reproducteur pouvait se faire via une barrière géographique qui isole de l'eau, mais même sans barrière géographique, on peut provoquer au sein d'une population un isolement reproducteur. Cet isolement reproducteur peut évidemment conduire à un isolement génétique et donc à l'apparition de nouvelles espèces. Donc vous voyez comment au cours de l'évolution on peut expliquer l'évolution des populations qui conduisent aussi à une évolution des espèces au cours du temps. C'est le principe de l'évolution du vivant.